Bon, je vais continuer ma série sur le 19e siècle. Donc, on en était à Djerba. Chapitre extrêmement riche et on parle du réseau social, on parle du réseau communautaire, on parle de l'environnement, on parle de la toison d'or, on parle du projet Rouder qui voulait faire une grande mer intérieure en cassant l'estuaire. Bon, je peux pas aller dans le détail, mais je pense qu'il faut lire tout ça même si, par exemple, le projet de mer intérieure avait été interrompu sur recommandation d'une commission qui avait été mise en place et qui disait que si jamais on cassait ce rocher de l'estuaire du côté de Gabès pour faire une mer intérieure, on risquait d'endommager les palmeraies. Donc, vous voyez, il y avait des études de risque qui ont été faites. Bon, tout ça, vous trouverez ça, les détails dans la documentation. Donc c'est un chapitre qui donne beaucoup d'informations, qui donne des connaissances. Donc c'est difficile de raconter tout ça. Et bon, vous pouvez lire bien sûr. Sinon je vais vous raconter l'histoire un peu de manière. Ça se raconte pas. C'est voilà ce que je veux dire, c'est que la connaissance ne se raconte pas, elle se lit parfois. Et comme j'ai pas envie de lire, alors je reviens à cette histoire des caïds qui ont dominé l'île de Djerba. Donc c'était en quelque sorte les gouverneurs. Il y a quelques grandes familles qui ont dominé. Vous vous souvenez des Smoumni, les Smoumni, qui ont régné, qui ont gouverné en tout cas dans les hautes fonctions de Djerba pendant plus de 300 ans. Ensuite, nous avons eu les Benjloud qui ont aussi gouverné pendant plus de 150 ans. Alors les Smoumni étaient des Ibadites, les Benjloud étaient des Malékites, les Jumni étaient des Malékites, mais des Malékites pro-turcs, plutôt hanéfites, qui sont venus avec leur drapeau vert, sacrilège à Djerba, sacrilège, parce que à Djerba nous sommes Ibadites, Abiad, nous sommes donc les Blancs, les porteurs d'un drapeau blanc. On n'est pas les porteurs d'un drapeau vert que les Ottomans ont voulu imposer pour dominer. Bon, et puis on a eu plusieurs familles, donc le Benjloud qui a été tué, le dernier en 1738, et ensuite nous avons donc une dynastie de gouvernance locale des Ben Ayed. Des Ben Ayed, donc il y a eu plusieurs générations, on est arrivé jusqu'à la dernière fois jusqu'en 1794, où le gouverneur Ben Ayed s'est enfui avec son harem aux îles Kerkena et à Sfax, où il s'est réfugié. Il a été accueilli par le caïd Gellouli. Et donc pendant une longue période de 1794 à 1808, on n'avait pas de... En tout cas, le Ben Ayed n'a pas été restitué à son poste. Qui gouvernait à ce moment-là? Je ne sais pas. Je sais que le Ben Ayed n'a pas été restitué à son poste. Donc nous allons avoir une famille des Ben Ayed qui va gouverner, enfin, qui va avoir le titre de caïd local de 1808 jusqu'à 1855. Et donc à partir de 1855, on a un nouveau caïd qui s'appelle Ben Brahim et semble-t-il originaire d'Algérie. Alors les Ben Ayed peu à peu ont quitté leur fonction de gouvernance locale et nous avons un certain Mohammed qui est parti déjà dans les années 1820, qui s'est installé à Tunis et qui a été ambassadeur du Bey Hussein et dont le fils a fait les chroniques judiciaires, puisque son fils Mahmoud a été impliqué dans une question de trafic, de commission, et il y aura tout un procès à son encontre. Donc c'est un personnage assez connu. Alors le Mahmoud Ben Ayed s'était disputé avec son père parce que lui voulait faire, donc il était dans le business, hein, donc il prenait les grands fermages de l'État, et étant dans le business, il a voulu faire une banque d'affaires, donc c'est original, hein, mais son père, Mohammed Ben Ayed, ne voulait pas entendre parler de commerce sur l'argent, parce que ce sont des djerbiens, donc de tradition religieuse, et on ne fait pas de l'argent sur l'argent, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pourcentage, etc. Et donc, le père Mohammed s'est réfugié au consulat britannique à Tunis
pour être protégé contre son fils. Bon, Hassil, son fils, finalement, était impliqué avec Nessim Semama, qui est aussi lui aussi un Djerbien. Alors Semama, ça ressemble à Smoumni, hein. Donc peut-être que eux avaient l'origine de la grande famille des Smoumni à Djerba. Mais il faudrait voir le dictionnaire de généalogie, parce que les Semama sont beaucoup plus c'est beaucoup plus lié aux Juifs tunisiens, mais c'est une dénomination, hein. Et il semble que les Smoumni de Djerba ont évolué en Abu Zakaria, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une information à vérifier par rapport au dictionnaire généalogique. Bon, c'est juste pour vous dire que nous avons une dynastie familiale qui s'en va, et à partir de 1855, nous avons une nouvelle dynastie régnante. Enfin, c'est Ben Brahim qui signait consul de France, caïd local, et qui va de génération en génération, ils vont régner, enfin ils vont gouverner jusqu'en 1897. Alors, début du 19e siècle, dans une archive que j'ai trouvée, que j'ai pas, qui mérite en tout cas la recherche, on voit que début du 19e siècle, des cavaliers, il y a des expéditions qui partent de Djerba vers le continent et bon, qui commettent elles aussi dans des pillages et l'île était réputée d'ailleurs était réputée comme lieu de corsaires, lieu de pilleurs, etc. Donc ça fait partie aussi de son histoire. Et donc là, nous avons des clans qui s'en vont sur le continent et qui ramènent des choses précieuses. Et quelles sont ces choses précieuses? Les choses précieuses, eh bien, c'est du bétail et des femmes. Donc on est au début du 19e siècle et ces gens sont nominés par leur patronyme familial. Alors nous avons les Ouled Amr, qui est une région, Ouled Halal, Ouled Ma'amar, Ouled Salah. Donc ils ont un patronyme familial. Donc ce sont des clans familiaux qui vont rechercher. Mais qu'est-ce qui est utile? C'est le bétail et les femmes. Ce qui signifie qu'il y avait un problème de sous-productivité, des producteurs d'alimentation et des problèmes de reproduction. Donc c'est pour ça que les femmes se paraissent utiles. Et il faut faire une liaison avec le début du 19e siècle. C'est pour ça que je dis que mon étude n'est pas assez poussée. Enfin, c'est poussé, je veux dire, c'est tout simplement que c'est des documents que j'ai vus et que je n'ai pas réussi à retrouver et ça demande tellement de temps. Donc je trouve un peu dommage, mais je l'évoque. On ne sait jamais hein, si quelqu'un veut poursuivre le travail. Et donc il faut voir qu'on est après la crise de Tripoli, dans la guerre entre les Américains et les Libyens, période de crise, de piraterie. Et donc voilà, on est dans ce contexte du début du 19e siècle. Alors, si les Djerbiens, si les insulaires organisent des expéditions contre le continent, c'est normal d'avoir aussi des attaques des continentaux. Et donc nous avons le fameux Ben Brahim qui lui se plaint des invasions, des raids organisés par les Ouabourama, les Akara, enfin des tribus du continent, des tribus continentales. Et en 1863, il fait applaudir le bey Sadaq. Donc Ibrahim, et lui demande, Son Altesse Sadaq, on a besoin de votre soutien pour contrôler comment dire, le point de Guntra. Donc c'est le point de Guntra, c'est par là où il passe. Et donc on a besoin d'une position armée pour nous soutenir contre les invasions, contre les pilleurs des Warrama, des Akara et autres tribus nomades. Et le bey de Tunis lui répond vous me devez 5 millions de piastres. Et alors on voit bien que donc le gouverneur, le souverain de Tunis, lui, il veut qu'une gouvernance fiscale, mais il est incapable d'assurer la sécurité. Et vous voyez que cet élément va contribuer à la rupture entre bon, que le lien est fragile hein, entre les insulaires et le continent. Les insulaires ont toujours été des indépendantistes, autonomistes, et donc là, s'ils font appel au secours du souverain de Tunis, c'est que vraiment ils sont en difficulté, mais sinon ils s'en passeraient très volontiers. Et donc
Alors, en conséquence du non-paiement, eh bien, Djerba est lâchée complètement. Alors, elle est lâchée à tous les pilleurs, les pillards, les brigandages, les tribus qui débarquent à tout moment. Et il y a une période de très grande insécurité dans les années 1864-1867. Donc Djerba refuse de payer, mais elle refuse aussi de s'allier avec les Benredem, je ne sais pas comment prononcer exactement, donc les rebelles du Kef qui a monté cette grande insurrection sur toute la Tunisie. Mais les Djerbiens ne se mêlent pas à Benredem. Euh, Par contre, ils subissent des violences et on a des témoignages où les pillards vont dans les houches les plus riches et c'est là où ils vont piller les gens parce qu'ils suspectent les habitants de cacher leur argent, et ils arrachent les bijoux, et bon, il y a des témoignages, et ce sont des témoignages qui vont être très marquants. On trouvera des traces d'ailleurs de ces souvenirs. En 1927, dans les journaux, dès qu'il y avait un problème avec le bey de Tunis, on lui rappelait ce que faisaient leurs ancêtres. Donc, et ça fait partie aussi des ruptures entre les insulaires et le continent. Donc, cette crise de 1864-1867 donc est extrêmement pénible pour les Djerbiens et elle ne sera pas sans conséquence. Elle ne sera pas sans conséquence parce que lorsque les Français vont arriver, eh bien, les Djerbiens leur font un bon accueil. Le caïd Ben Brahim se rend sur le bateau le Léopard et il est disposé à accueillir les Français beaucoup mieux que les pouvoirs du bey qui sont incapables d'assurer la sécurité. Alors, que se passe-t-il? Nous avons le cheikh des Wadrama, je répète ce que je lis, hein. Le cheikh des Wadrama qui crie à la trahison, et alors qu'ils sont faits, ben on l'arrête et on surveille toutes les côtes. Et donc, Djerba retrouve une certaine sécurité avec le pouvoir du protectorat. Alors, autre chose, c'est que j'ai travaillé sur les archives et les années 1883-1897, je n'ai pas pu aller plus loin parce que enfin, je peux pas non plus. C'est beaucoup de travail. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est vraiment le travail d'une vie. Hein. Il faut s'y consacrer à fond et tout n'est pas disponible. Et donc, mais dans ce que j'ai vu, wallah, je suis épaté par la rigueur, par le travail, par la conscience, par vraiment, bon, j'ai cité des extraits de ces PV, de la manière dont on décidait, de la manière dont on s'était organisé, et nous avons là un prélude de l'État colonial indirect, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les pouvoirs locaux en les encadrant avec une rigueur dans le travail. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Quand je vois de quelle manière l'île a été gérée de 1883, on peut aller jusqu'à 1815. Hein, j'ai pas tout vu, mais dans ce que j'ai vu, euh, on s'intéresse pour la sécurité, on s'intéresse pour la santé, on s'intéresse pour l'éducation. Tous les principes de gestion de la municipalité sont là, ils sont déjà inscrits dans l'organisation de Djerba. Voilà. Alors, je vous ai parlé aujourd'hui des grandes familles de Djerba. La volonté de soutenir le pouvoir de Tunis n'a pas convenu, puisque le pouvoir de Tunis n'avait que pour rôle uniquement la gouvernance fiscale, c'est-à-dire payer l'impôt, demander de payer 5 millions de piastres, ce qui représentait une somme énorme, énorme, parce que les habitants de Djerba ne représentaient pas 60 000 habitants, ils représentaient peut-être 20 000 habitants, selon Cagnage. Donc, il y a une surévaluation, c'est-à-dire que par rapport à Djerba, il y a quelque chose ce sont des parias, les Djerbiens. Je veux dire, on leur rend l'appareil, on a l'impression qu'ils sont riches, qu'ils cachent leur pognon, que c'est la secte des hérétiques, des Khamsana, qui ne veulent pas suivre l'État, des rebelles. Donc, il y a quelque chose d'indirect, je vous parle de l'époque des Beys, hein. Et donc, c'est cette volonté de faire payer l'île, euh, bon, voilà, sans doute. Voilà, je vous ai parlé des Ben Ayed, je vous ai parlé de Mahmoud Ben Ayed, le grand procès qu'il a eu. Et Ben Ayed s'est retiré, il s'est réfugié en France, et après il est parti en Égypte et plus aucune trace de lui. Il y a en ce moment
une grande famille Ben Ayed, une grande famille Ben Amr. Voilà, ça ce sont les traditionnels. La colonisation française, quand elle arrive, donc le caïd de Djerba va vers les Français. Et lorsqu'il y a une opposition locale, eh ben, il l'emprisonne, il l'enferme. Bon, il y a d'autres détails que j'ai certainement oubliés. Voilà. Et donc, on en arrivera au XXe siècle. Et avant de parler du XXe siècle, il y a eu des pages très, très intéressantes. Je vous ai parlé de la Toison d'Or, de la mer de Triton, du projet de golfe de mer intérieure. Et à l'époque, nous avions eu Ferdinand de Lesseps qui était venu à Tunis, qui a présidé cette commission. Et cette commission a dit, mais si jamais on casse l'isthme pour faire une mer intérieure, oui, c'est une bonne idée, mais on risque d'outrager, en tout cas, pas d'outrager, mais en tout cas il y a des menaces sur la palmeraie, sur l'oasis de Gabès. Et donc le projet n'a pas été tenu. Et si l'on voit, 100 ans plus tard, au nom du développement, on a voulu industrialiser une oasis. Vous imaginez l'aberration. Industrialiser une oasis. Vous voyez ce que ça veut dire? Et bien, cette décision a été prise sans études, sans commission, par la seule volonté d'un souverain qui voulait bien faire pour le pays et qui veut l'équilibre des régions et donc qui a développé toute l'industrie chimique dans une oasis. Et en conséquence, on a pollué la mer, on a pollué les arbres, on a pollué l'oasis. Et, alors que, vous voyez, sous Ferdinand de Lesseps, on craignait de noyer Gabès. Là, on ne craint pas de la polluer, de la salir. Et voilà. Voilà. La Toison d'Or, la mer, les Hasselou. Voilà. Je reviendrai plus tard et je ne sais pas si je vais commencer le XXe siècle. Il faut que je revoie un peu mes notes. Il y a certainement des choses intéressantes à dire que je n'ai pas dit. Et je vais voir dans l'après-midi, je vais voir ce que je peux rajouter sur le XIXe siècle avant d'entamer le XXe siècle et en finir avec cette série. Allez, merci bien, à bientôt.